Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Revue Foot 26, 5e épisode déjà. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à écouter chaque semaine ici. On parle de foot avec passion, sans chichi, avec un regard suisse, mais les yeux bien ouverts sur le monde, bien sûr. Aujourd'hui au programme, un tour d'horizon, dernière actu de Super League. Et oui, il y a encore eu des trucs bien croustillants qu'on va discuter aujourd'hui. Puis on s'envole pour l'international avec un petit focus sur ce qui a secoué l'Europe ce week-end. Mais je veux évidemment parler des matchs de Champions League avec des scores fleuves aussi parfois. Et comme toujours, une rubrique spéciale en fin d'épisode. Aujourd'hui, elle est un peu décalée. Parce qu'on va parler, attention, tenez-vous bien, si vous êtes assis, je vous demande de vous lever, mais ensuite vous re-asseoir encore une fois, parce que là, on va parler de la politique dans le foot. Ça ne touche pas que les grands clubs, ça ne touche pas que le football élite. Mais vous savez, moi, c'est des programmes intéressants, c'est un podcast qui est plus que voilà, c'est vraiment, on est dans une mine d'or, mais tout ça, les gars, je vous le dis, ça ne serait rien sans l'unique. Voilà, l'unique. Le seul, bien sûr, je vous ai déjà dit, bien sûr, souvent imité, jamais égalé. Le tacticien, voilà, le tacticien préféré de ton tacticien préféré, c'est bien sûr El Profe. Voilà. C'était extraordinaire, encore une fois, comme présentation. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Effectivement, programme qui m'intéresse énormément. Pour le coup, c'est un vaste sujet. Je pense que la politique, tu peux en parler pendant des heures et jamais avoir raison. C'est un sujet touchy aussi. Donc, on vous demande évidemment dans les commentaires chez vous de ne pas craquer votre slip et d'accepter l'avis de tout le monde. C'est un avis, c'est pas, c'est des biais d'opinion comme on dit. On n'est pas spécialiste, on parle juste avec notre cœur. Alors nous, on est complètement convaincus qu'on a inventé l'eau chaude et qu'on a la science infuse. Mais après, voilà, c'est juste des avis, bien sûr. Mais je pense quelque part que c'est le lot de tout passionné dans le football, c'est de penser qu'on a inventé l'eau chaude. Comme dirait Didier Deschamps, il y a 65 millions de sélectionneurs, bien sûr. Nous, on est 8 millions, il y a 8 millions de sélectionneurs. Enfin. Il y a des Deschamps qui tout à coup a un accent du sud, bien sûr, parce que voilà. Bien sûr, parce que il faut faire des choix. Mais bien sûr. Non, mais tout ça pour dire que voilà, c'est des sujets très intéressants. C'est un programme encore une fois génial et on le doit à notre plus grand et plus éminent représentant qui est notre rédacteur en chef, qui est bien sûr Claudio. C'est magnifique, c'est magnifique. On le remercie. Avant qu'on commence l'émission, si tu me permets. Vas-y. Tu peux tout te permettre. Voilà, parce que c'est mon émission, bien sûr. Non, exactement. Petite dédicace. J'aimerais vraiment faire une petite dédicace. Puisqu'on parle de politique, de relationnel dans le foot, je fais une petite dédicace à mon adjoint, à mon collègue. Je suis aussi son adjoint. Je suis un pied d'égalité. Non, mais mon collègue dans le foot qui s'appelle Marcio. Merci Marcio pour ton travail. Tout ce que je vais dire dans cette émission ne te concerne pas puisque je t'aime beaucoup. Donc, voilà. Dédicace à mon club de la Cierdax, dédicace à mon collègue, à mon partenaire, à mon duo. Merci pour ton travail et on se retrouve bien sûr mardi à l'entraînement. Voilà. C'était la petite dédicace du jour. Alors, Marcio, j'ai eu la chance de rencontrer un type en or super gentil et bien sûr on te le souhaite bien sûr. Non mais c'est important. Enfin, voilà. C'est important, mais bien sûr c'est important. Mais en tout cas là le programme qui nous attend, moi je suis extrêmement enjaillé, comme dirait bien sûr la fouine, de ce qui va se passer dans ce programme. Il y a vraiment des choses qui me tirent plus que d'autres. Mais c'est vrai que la politique dans le foot là ça va être un vaste sujet. On va essayer de rester assez bref, même si c'est un sujet qui nous tient à cœur. Mais puis je voulais quand même remercier encore une fois les gens qui nous suivent, qui nous commentent. On a reçu quelques retours aussi par rapport à des stories et des reels qui ont été postés sur notre compte Instagram. Je vous rappelle encore une fois qu'il y a toujours un concours qui est en cours, qui va se terminer fin du mois, donc vous avez plus que quelques jours, semaines pour participer, pour gagner un maillot d'entraînement de la Nati qui date de 2008. C'est un original les gars, et ça il n'y a que sur Revue Foot 26 que vous pouvez trouver des cadeaux comme ça. J'ai eu au téléphone le Père Noël, il m'a dit s'il te plaît arrête de me faire de l'ombre. J'ai dit écoute frérot, là c'est Revue Foot 26, donc franchement on fait des cadeaux à tout va, vraiment suivez-nous, commentez, faites grandir le projet les gars, et je j'ai pas envie trop de m'avancer, mais on a vraiment beaucoup de choses en tête. Et j'espère que vous serez là pour nous suivre. Est-ce que tu as participé au concours cette fois ? Absolument pas, je ne triche pas. Voilà, question piège pour être prof, bien sûr, mais lui on ne l'attrape pas. Voilà, le monsieur est trop intelligent. Mais on a reçu la photo du dernier gagnant. Oui, tout à fait. Avec le maillot de Shaqiri, c'est top. Il était très content, ça nous a fait plaisir.
Comme quoi, c'est un vrai compte. Voilà, c'est pas des brouteurs en Côte d'Ivoire, c'est vraiment un vrai compte Revue Foot 26 qui donne des Ah, vrais pas du cadeaux. tout, pas du tout. Nous, c'est comme François Fillon. Nous, on est, on est des emplois fictifs. Nous, on n'existe pas. Bien sûr. T'as vu ça? Mais transition avec la politique, Ah, franchement, non. non, mais c'est magnifique. D'ailleurs, bah, tu sais quoi, je propose directement qu'on passe à la première rubrique, et bien sûr, C'est parti. la rubrique football suisse, et c'est tout de suite. Et il est blessé. Il jouait, il est blessé. Quand on m'a rapporté qu'il ne reconnaissait rien avoir fait, j'étais vers lui, puis je lui ai rafraîchi la mémoire avec 3 paires de baffes et un coup de pied dans les fesses. Rire, c'est bon pour la santé. Rire, c'est important pour la santé, et aujourd'hui, on va rire justement avec le classement suisse. Alors, et comme un peu de maths n'a jamais fait de mal à personne, alors évidemment, personne n'a jamais dit cette phrase dans la vie, je vais juste vous faire un tout petit tour d'horizon de ce qui se passe aujourd'hui dans le classement football suisse. On est en phase de jouer la 32e journée sur 33. Donc il nous reste plus que 2 matchs tout simplement pour chaque équipe avant de passer à la phase finale. Et pour aujourd'hui, on a le FC Bâle en première place avec 55 points et Servette en deuxième place avec 51 points. Ces deux équipes sont assurément en phase finale du championnat. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, voilà, dans le pire des cas, Servette finira même 6e, peut-être s'il faut, mais ils participeront à la phase finale. Ça, c'est les deux équipes sûres qui sont certaines de jouer à la phase finale. Et à contrario aussi, on a les 4 équipes qui sont sûres de jouer les play-out. Qui sont respectivement le FC Sion 35 points, Yverdon 33 points, Getse 30 points et Winterthur avec 24 points. Et c'est ça en fait, c'est le ventre mou du championnat qui va tout faire basculer ces dernières journées. C'est pour ça que c'est extrêmement important de les suivre, ces résultats, parce que ça va vraiment permettre de définir l'ordre final avant la phase finale. Et on a justement avec entre Lucerne, donc IB, Lucerne, Lugano, Zurich, Lausanne Sport, on a entre ces 5 équipes, on a 6 points de différence. Voilà, si j'inclus encore Saint-Gall, ça nous fait 7 points de différence. Donc c'est vraiment rien du tout, les gars. Dites-vous qu'en 2 matchs, il y a encore 6 points à jouer. C'est énorme là ce qui se passe quand même au classement championnat suisse, non? C'est génial. C'est génial à suivre et c'est pour ça qu'on tenait aussi à parler de ce championnat et que c'est dommage que ça se fasse pas beaucoup. J'ai vu de temps en temps Romain Molina parler du football suisse parce que voilà, c'est clair que c'est folklorique, il y a plein de choses qui se passent, notamment au niveau politique. Mais par contre, le championnat est très intéressant parce que très homogène. Et je pense que ça reflète aussi le fait qu'en Suisse, on essaye vraiment d'avoir cette homogénéité où tout le monde essaye d'être, pas avoir les mêmes idées si vous voulez, mais à peu près la même philosophie. Alors c'est très vite dit, hein, mais à peu près cette philosophie-là du football, ça se reflète tout en haut. Et je trouve ça génial. On a les championnats comme la Première Ligue où vous avez 5-6 équipes. On dit généralement le Big Six, mais pour moi, ça ne l'est pas. C'est Liverpool, Manchester City ces dernières années, le PSG qui mange tout en Liga, le Barça, le Real en Liga. Ça fait du bien d'avoir un championnat qui est aussi homogène, aussi disputé, qui peut basculer sur une méforme d'une équipe. Enfin voilà, c'est top. Bien sûr. Et d'ailleurs, sur Revue Foot 26, à l'épisode 4, on vous avait dit, le grand prof vous avez dit qu'il voyait Bâle gagner. On avait eu la vision vu qu'ils ont gagné 2-0 le dimanche passé contre Lugano. Et là justement il y a encore des belles affiches qui vont se dérouler à l'heure où on enregistre ce podcast avec justement un immense match, les gars. Alors là c'est vachement bien que ça tombe parce qu'en fait il y aura un FC Zurich FC Bâle qui va se dérouler samedi à 20h30 et Revue Foot 26 y sera. Donc forcément on va mettre des stories, on va vous partager un peu l'ambiance du stade. Je pense que ça va être quand même un truc de fou. On est à l'avant-dernière journée du championnat avec des gros enjeux pour les deux équipes. Et donc en plus déjà à la base, quand c'est un match on va dire normal, il y a des tensions, mais je pense que ce soir ça va être encore plus beau avec aussi 3 rencontres demain qui se joueront. Il y a le derby du Rhône entre Sion et Servette. Et ensuite, bien sûr, Lucerne Young Boys, Lugano Saint-Gall, Winterthur Lausanne Sport et Yverdon Sport Getse. Yverdon Sport Getse, Winterthur, c'est un peu les cancres de ce championnat, sans manquer de respect à personne, bien sûr, mais je me réfère aux statistiques. Qui c'est qui va tirer son épingle du jeu d'après toi? Est-ce que tu vois une de ces équipes-là descendre automatiquement à la fin du championnat? Oui, je pense que Winterthur est la moins bien armée pour rester. En tout cas, en ce qui me concerne,
C'est vrai que Getse déçoit, mais je pense que c'est quand même un club au niveau structure, au niveau d'expérience, au niveau de tout ce que le board est capable peut-être d'amener dans un club qui a quand même une philosophie d'élite, en tout cas élitaire. Donc je me dis voilà, Winterthur est peut-être la moins bien armée pour rester en Super League. Donc descente automatique de Winterthur. Ouais. Et d'ailleurs, je fais juste un tout petit parallèle par rapport à ce qui se passe en deuxième division, du coup, vu que on a aussi Thun qui est en première position avec quelques points d'écart avec le FC Haro en deuxième position, et ensuite on a Étoile Carouge en troisième. Donc là aussi, ça va se jouer un peu à des derniers points, dernière journée. Moi en tout cas je me réjouis de voir ces barrières, ces matchs de relégation, ces matchs match barrière comme on appelle ça, avec le deuxième qui joue contre l'avant-dernier, etc. Ça donne tout le temps des confrontations. Barrière, j'ai dit barrière? Non, parce qu'en fait si tu veux c'est le nouveau mot. C'est le nouveau mot. Ah d'accord. Ouais, non, parce qu'avant on disait barrage, puis en fait les gens confondaient avec le barrage de l'eau. Donc maintenant les gens ils ont dit barrière, voilà, c'est pour ça. Ils ont dit barrière, ok. Voilà, non, effectivement, les gars, je m'excuse, c'est match barrage, effectivement. Et puis, donc, ça donne toujours des confrontations. Que vous appelez ça barrière, t'es allé en vacances, t'as fait. Non, pas du tout, non, c'est mes origines portugaises. Pas du tout, c'est mes origines portugaises. C'est barrière, route, construction, je pense qu'il y a un lien dans exactement. Voilà. Tout à fait. Mais par rapport à ça, justement, c'est intéressant. Ouais. Par rapport à Étoile Carouge. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ce club de l'Étoile Carouge qui fait une saison de dingue, hein? Alors, écoute, si tu veux, Étoile Carouge, donc Carouge qui se trouve à Genève, c'est quand même fou, je trouve, que Genève soit un si petit canton et que tu aies quand même des équipes de l'Académie de Servette ou de l'Étoile Carouge, pour pas citer les autres, qui arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Alors, par exemple, si on prend le FC Thun, voilà, juste pour comparer les pommes avec les pommes, bien sûr. Si on prend le FC Thun qui se trouve au canton de Berne, alors certes, c'est pas la seule équipe du canton de Berne, mais quand même, le canton de Berne étant en superficie, je crois, un des plus grands cantons de Suisse, c'est quand même normal que tu as deux clubs élitaires. Donc là, on parle respectivement de Young Boys Thun. Donc là, c'est normal. Haro, la même chose avec le canton d'Argovie. Bon, ok, il y a aussi Baden quelque part, etc. Mais voilà, c'est surtout Haro. Et puis là, à Genève, c'est quand même relativement très petit. Tu as quand même Servette, tu as quand même Étoile Carouge qui travaille aussi très bien en parallèle. Je pense que c'est un club qui a su tirer ses forces aussi dans la situation où ils étaient. Et il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi, ça il faut pas oublier, qui percent pas à Servette et qui reviennent à Carouge et qui arrivent aussi à donner un peu de qualité au club. Donc non, franchement, chapeau à eux, hein. Franchement, ils travaillent très très bien, donc il n'y a rien à dire. Mais est-ce que justement c'est pas parce que, alors je vais dire quelque chose de peut-être qui va être mal pris, j'espère pas, mais c'est parce que la hiérarchie est beaucoup plus respectée. C'est-à-dire que Servette est le club élitaire. En dessous, vous avez des clubs comme Carouge. En dessous, vous avez Chénois ou des choses comme ça. Et c'est très, j'ai l'impression que c'est très cadré et on sait où on va, quoi. Tandis que les forces sont un peu plus divisées dans le canton de Berne. Même à Zurich, vous avez Getse, vous avez Zurich, vous avez Winterthur qui est pas loin du coup. Donc voilà, c'est beaucoup plus dispersé dans le canton de Vaud, même si encore une fois il n'y a pas le football élite, il y a le foot éco, mais vous avez Yverdon, Stade Nanouchi, Lausanne Sport. Il y a quand même pas mal de gros clubs. Et à Genève, c'est beaucoup plus clair, j'ai l'impression. Voilà, il y a la tête d'affiche, il y a l'équipe juste en dessous qui est Carouge. Et après, vous avez juste en dessous, je pense, en dessous, on ne veut pas parler de valeur, hein, mais on veut parler de hiérarchie. Vous avez tous ces clubs comme Chénois, Mérin, etc., qui travaillent extrêmement bien. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir une structure claire. Ça permet aussi, je pense, d'avoir deux clubs dans un petit canton qui sont performants à ce point-là. Alors écoute, moi je te donne raison. Le seul truc que je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'en fait la hiérarchie est respectée pour l'instant. Si Étoile Carouge venait à monter en Super League demain, il s'en priverait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que la hiérarchie aujourd'hui elle est définie, elle est claire, elle est logique, mais parce que la constellation a fait que si demain Étoile Carouge monte en Super League, on pourrait revoir la hiérarchie dans ce cas-là. Et après il y a un deuxième truc aussi, je suis un tout petit peu moins d'accord avec toi, c'est que même si les clubs travaillent très bien, et forcément oui ils travaillent très bien, il faut pas oublier aussi que ces clubs de Genève travaillent aussi avec beaucoup de partenariats qui se trouvent en France. Et donc le vivier que tu peux trouver en France joue aussi un rôle, parce que à Étoile Carouge, quand tu es joueur à Étoile Carouge, tu vis de ça. C'est-à-dire que le président, l'entraîneur, etc., il te trouve une situation, il te trouve peut-être un logement, etc. Donc les conditions sont quand même assez bonnes pour que quand tu es joueur de N2, N1, tu puisses quand même faire ton trou en Challenge League, tu vois. C'est tout à fait vrai.
Et d'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui regardent le QDF de Valentin Liénard, on a vu d'ailleurs certains de ses anciens coéquipiers partir au Stade Lyonnais, partir dans des clubs comme ça. Donc oui, effectivement, quand tu as un niveau en N2, en N3, en national en France qui sont des très bons niveaux, qui débarquent en Suisse, ils peuvent tout de suite jouer en Challenge League, donc ça peut aider. Et on va aussi me rétorquer certainement que oui, ok, Genève ça travaille bien, mais regarde Zurich, ils ont 3 équipes en Super League. Voilà. Ouais, bah, c'est ça. Ouais, non, mais c'est C'est totalement vrai. Maintenant, le vivier, je pense que enfin, vous allez me dire Genève, c'est immense, mais je pense que Zurich est la banlieue de Zurich et tout ce qui s'y passe permet aussi d'eux. Et voilà. Mais Zurich, à ce compte-là, on va me dire oui, mais la hiérarchie, machin. Oui, c'est vrai. Zurich. Mais quoique, tu vas peut-être mieux en parler que moi, mais je pense quand même que même s'il y a 3 clubs en Super League, en tout cas de mon point de vue de l'extérieur, je pense que le FC Zurich reste la tête de gondole, ensuite Getse, ensuite Winterthur. Je pense que vraiment que la hiérarchie elle est claire, même si les 3 équipes sont en Super League. Donc je me dis, je suis d'accord avec toi en disant ouais, si Carouge monte peut-être que, mais en même temps je me dis non, Servette au niveau de tout ce que ça représente, de l'infrastructure. Je me dis quand même. Je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Effectivement, aujourd'hui, on pourrait parler peut-être de hiérarchie au FC Zurich, enfin dans le canton de Zurich, parce que le FC Zurich est effectivement le club avec le plus d'aficionados dans le canton. Donc, par, on va dire, logique, tu les mets en premier plan. Mais par contre, il ne faut pas oublier que Getse est le titre. Le club le plus titré, ouais. Voilà. Donc après, qu'est-ce que la hiérarchie dans ce sens-là ? Aujourd'hui, effectivement, FC Zurich se débrouille mieux que Getse sur le premier plan. Est-ce que ça fait de lui un leader ou pas ? Bah, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je trouve que Getse et FC Zurich se valent. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de fans du FCZ que Getse, mais si vous prenez il y a 20-30 ans en arrière, c'était complètement l'inverse. Donc voilà. Et il y avait encore Alors moi, quand je parle Artourne, voilà, Artoum. Wow. Avant de changer l'assiette pour fromage. C'est ça. C'est pas ça. Cuillère, bien sûr. Non, mais si tu veux, ils jouaient encore dans leur stade. Et donc, en fait, là, il y avait une vraie identité depuis qu'ils ont fusionné les 2 équipes pour le Tigrond. Ça aussi, enfin, voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte. Moi, personnellement, je vois pas une hiérarchie autant claire dans le canton de Zurich, même si je te suis aujourd'hui au moment T. C'est effectivement FC Zurich, Getse, Winterthur, oui. Encore une fois, il faut définir pour chacun ce qui est la hiérarchie. Et pourquoi hiérarchie ? Moi, je parle de la puissance structurelle, en fait. Selon moi, encore une fois, de l'extérieur. Je suis pas à l'intérieur, donc ça, c'est des conjectures. C'est très dur pour moi d'en parler. Non, mais j'ai l'impression. Alors, je te dis, Getse Campus, c'est 2 fois RN Churli. Voilà. Ah d'accord, ouais, bah voilà. Getse Campus, c'est le centre d'entraînement de Getse. Alors. Ça, c'est subjectif, effectivement, mais ça vaut 2 fois les installations du FC Zurich. Clairement. Au niveau de terrain, infrastructure, installation, c'est quelque chose à vivre et à regarder une fois. La seule qui pourrait être comparable, c'est le FC Bâle avec le Jökully, juste derrière le stade, où aussi tu as un milliard de terrain, un milliard de vestiaires, etc. Mais Getse Campus, c'est très, très, très fort. Très, très fort. D'accord. Bah, comme quoi, hein, on peut être trompé par l'impression. Après voilà, ce que moi je peux en dire par exemple au FC Zurich, c'est que même si peut-être c'est plus petit que Getse, alors encore une fois, c'est pas n'importe qui, mais c'est d'après le CUS, qui se trouve à Neuchâtel d'ailleurs, bonjour Neuchâtel, en Europe, ouais. Ceux qui forment le plus de joueurs, ou qui ont formé depuis 20 ans, le plus de joueurs qui jouaient le plus de minutes en fait dans les 5 grands championnats, c'est Zurich, c'est le FC Zurich, donc voilà. Ouais, niveau puissance structurelle, peut-être que tu as plus de terrain, peut-être que tu as plus de moyens matériels. Maintenant, au niveau structurel, c'est au niveau de la qualité de ta structure aussi, au niveau de la qualité de ta formation, au niveau de la qualité de ce que tu as. On en reparlera après, peut-être avec ton expérience à toi, mais voilà, tout ça fait que je pense que c'est ce qui définit aussi une hiérarchie. Oui, bien sûr. Donc voilà, ça se débat. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, c'est toujours très intéressant. D'ailleurs, merci de commenter. On a vu des commentaires très intéressants et on espère un jour pouvoir peut-être inviter certains d'entre vous pour débattre avec nous. Ça pourrait être très sympa. Mais... Ce serait génial. Et voilà, en tout cas, c'est un sujet très intéressant. Juste pour terminer et clore la rubrique football suisse, c'est vrai que là on parlait aussi du vivier français par rapport au club de Genève, etc. Il faut juste pas oublier quelque chose, par exemple typiquement, juste si vous voulez un exemple de ce qui peut se faire, le groupe MSC, qui est donc les croisières qui ont fait un partenariat avec Servette Football Club et aussi Servette le club de hockey, sont les mêmes sponsors qui sponsorisent le FC Annecy, qui se trouve à, tu me dis, une demi-heure, 1 heure de Genève, à peu près.
Alors, c'est un peu plus, mais oui, c'est pas très très loin. En fait, si vous voulez, Ouais. près de Genève, il y a Annecy, qui est le Ouais. gros club en ce moment, et vous avez un autre gros club, enfin, qui était un gros club, c'était Évian-Tonon-Gaillard à l'époque, qui est devenu Évian-Tonon-Grand Genève, qui est descendu maintenant en National 3, malheureusement, mais qui était en N2 il y a pas si longtemps que ça, donc vous avez ces voilà, deux grands clubs-là. En fait, ces deux clubs, par exemple Annecy et Servette, qui ont les mêmes sponsors, moi je pense que c'est pas un hasard. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que voilà, le groupe investit et puis que voilà, je pense que ça Mais travaille attention, t'oublies Dis-moi. quelqu'un, on oublie quelqu'un, parce qu'à côté, il y a vraiment, alors, encore une fois, c'est un peu plus loin, mais c'est à côté, à l'échelle de la France, vous avez l'OL, vous avez l'Olympique Lyonnais. bien sûr. Et d'ailleurs, pour structurer le scouting, alors maintenant il est parti à Dijon, il a essayé de les sauver, ça n'a pas marché, mais Monsieur Bonneau, qui est venu depuis Lyon pour structurer le scouting à Genève. Encore une fois, je suis pas intérieur, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'imagine qu'il a aussi donné des conseils pour la formation. Évidemment. Quand on a des gens qui travaillent à Lyon, je pense qu'ils peuvent quand même donner des conseils. Donc voilà, il y a un peu cette culture près de la France. Bah, d'ailleurs, la région s'appelle Grand Genève maintenant, donc ça va jusqu'à la France, Grand Genève. Donc on essaie vraiment de, même dans la région, d'agrandir un peu cette, j'allais dire structure, oui peut-être, mais cette région en appelant ça le Tour de Genève, Grand Genève, jusqu'à Évian notamment. Donc ça peut être très intéressant pour nous aussi, pour le football suisse, parce que oui, dans cette région de Savoie, de Haute-Savoie, il y a quand même des sacrés joueurs de ballon. Mais c'est clair, c'est Il y a clair. quand même des sacrés joueurs de ballon. Et avec Lyon pas loin, les gars, j'ai pas besoin de vous dire, j'ai pas besoin de vous raconter la qualité de la formation à Lyon. Mais si on peut récupérer des gens de ce vivier-là, ben pourquoi pas. Ça fera toujours du bien au football suisse et ça nous fera toujours plaisir. Tout à fait. Et d'ailleurs, voilà, bah écoutez, moi je pense que il faut regarder vraiment les prochains matchs qui vont suivre. Je pense que ça va être très intéressant de les suivre, les gars. N'hésitez pas à nous dire en commentaire et à nous faire partager votre passion aussi sur les divers posts, les stories qu'on poste. Et puis je pense que si ça te va, on va faire un petit tour en Champions League là. Alors oui, je vais juste te demander quelque chose avant, puisque tu m'as demandé un pronostic la semaine passée, et que je me suis mouillé bien sûr. par rapport Bien à sûr. Bâle Lugano. J'ai eu bon, donc on va compter les points, bien sûr, jusqu'à la fin de la saison. Alors attends, je vais te pose une colle. Du coup, je te pose une petite colle. Allez. Parce que même Zurich-Bâle, qui va se dérouler aujourd'hui, même ça, je dirais pas que c'est facile, mais voilà, Bâle est de toute façon déjà assuré d'aller en match en phase finale. Zurich a besoin des points, donc voilà. Mais on va dire, allez, je dirais de tous les matchs qui vont se jouer prochainement, je vais essayer de te demander ton avis par rapport à qu'est-ce qu'on va dire Allez, je vais te poser une colle. Lucerne Young Boys. Lucerne qui font un très bon parcours, qui sont 4e, qui perdent contre Getse la semaine passée, donc assez étonnant. Ils perdent même 3-1, alors qu'ils font un très très bon championnat. Et Young Boys qui a Fasnacht qui porte l'équipe à lui tout seul, carrément. Qui c'est que tu vois gagner entre les deux? C'est difficile à dire, puisque Lucerne perd également contre Grasshopper. Ils ont 2 points de différence, les deux. Voilà. Ouais. IB à 50 points, Lucerne à 48. Sachant qu'ils vont jouer à En Lucerne. fait, s'ils avaient, c'est ça, en fait, s'ils avaient pas perdu contre Grasshopper, je t'aurais dit Lucerne. Ouais, ok. Je suis en train de regarder les confrontations directes. C'est vrai que c'est quand même un avantage de Young Boys, donc je vais dire Young Boys, mais alors sans grande conviction. Ça va être, à mon avis, ça va être très serré. Je vais dire Young Boys. C'est pas un peu le chauvinisme qui parle quand même, parce que bon, en tant que Bernois. Parce que je suis bernois, monsieur. Bien sûr, évidemment. Absolument pas. Non. Non, mais c'est parce que voilà, honnêtement, ce qui me fait basculer, c'est vraiment, comme il n'y a pas de conviction, on se rabat sur les stats un peu bateau, mais dans les confrontations directes, Young Boys mène largement. Ok. Donc je pense que je vais dire Young Boys. Ok. Alors bah, écoute, on verra ça. On postera de toute façon, à que tu saches, hein, on postera donc le petit comment. Ah là, attends, parce qu'il y a moi je vais te demander aussi un pour le pronostic, passage mon au ami. public, Ah oui, attention, monsieur, je vais vous demander aussi un pronostic, c'est très important. Ah oui, Ouais. oui, bien sûr. Et Bien sûr. comme Revue Foot 26 va aller voir ce match, je te demande, Zurich et Ouais. Bâle, quel score, mon ami? Alors, je pense, à mon avis, je pense que ça va se terminer sur une égalité des familles. Je pense. Notez-le bien. Non, mais parce qu'en fait, je t'explique. Pourquoi je t'explique Parce qu'en fait, Bâle est très très fort.
Mais ils savent aussi voilà, que c'est la phase finale, que de toute façon ils vont participer. Zurich a besoin de points. Ils n'ont pas vraiment été très présents dans les grands matchs. Là, on l'a vu aussi là, la dernière fois, ça s'est pas super bien passé. Donc, je pense que Shaqiri aujourd'hui est très en forme. Mais malgré tout, ils vont se battre, ils vont jouer à la maison, etc. Ça va être une ambiance de fou. Donc, je pense que les deux équipes qui vont lutter de chaque côté vont peut-être finir par un nul. Je sais pas. Écoutez, on verra. Je posterai ma réponse. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'on ça va se terminer sur un 5-0. Je serai complètement à côté. Mais c'est pas grave. Moi, je dis égalité, je pense. Bah, écoute, honnêtement, c'est ça qui est intéressant, c'est les confrontations directes. Ouais. On est à une victoire pour Zurich, une victoire pour Bâle, 3 matchs nuls. Ah bah, tu vois. Allez, quand même, hein. Alors que je les ai Ouais. pas vus, hein, ces stats. Donc, voilà. Donc c'est pas mal comme prono. Ouais, C'est je pas pense mal du que- tout. je pense que ça va se dérouler là. Bah, en tout cas, écoutez, rubrique suisse, c'était ça. Maintenant, on passe tout de suite au football international. C'est malin. Final. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Grand Brésil, Ronaldinho, Ronaldo, enfin voilà quoi, tout ce qu'on sait. Magnifique. Brésil ou pas, on bat les couilles. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Comme dirait Ronaldo, le papa, bien sûr, du foot, hein, bien sûr, le seul et Oh unique là, maître, oui. bien sûr. Cette semaine, c'était la Champions League, les gars. Alors, des matchs en veux-tu, en voilà, mais quelle qualité de match. Et il y a des matchs qui m'ont marqué plus que d'autres, on va pas se mentir. Je veux notamment parler d'Arsenal-Real Madrid. En tant que gunner, je suis Évidemment. obligé de parler de ce match. Évidemment, Declan Rice qui a servi le riz à Vini Mbappé, toute son équipe. L'Inter qui gagne quand même en Bavois. Ça, c'est quand même fou, ça aussi. En Bavière. En Bavière, j'ai dit Bavois. Ouais, je Et sais toi- que t'aimes beaucoup la Suisse, mais Bavois, c'est. Ouais, et je plutôt pense, vers à mon Lausanne, avis, qu'il y a un fil rouge dans ce podcast. Je pense qu'il y a un fil rouge, Mais parce que oui. je dis barrière au lieu de barrage. Je dis Mais parce Bavois au que lieu de même en barrage. Champions League, on aimerait voir Bavois, nous, on est comme ça, on adore le football suisse, c'est pour ça. Alors là, je l'enregistre. Le FC Bavois en Champions League, les gars, je pense que je serai entraîneur du Real Madrid. Voilà, mais c'est pas grave. Oh là là. Donc les Bavarois, Donc, oui, les effectivement. Bavarois. Voilà, les Bavarois, tout à fait. 2-1, non mais 2-1, donc Inter-Bayern pour la Champions League. Et puis ensuite, finalement, le 3-0 contre Real Madrid, ça c'était mardi. Puis ensuite, on a eu mercredi le 4-0, la fessée des Barcelonais face aux Allemands du Borussia Dortmund. Et finalement, 3-1 qui jouait contre Aston Villa. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on va essayer de prendre match par match. Ok, si ça te dit, on va essayer de prendre match par match. Je vais commencer par Bayern-Inter. Inter qui marque à la toute dernière, une des dernières minutes par Fratesi. Müller qu'on avait aussi mis en lumière lors du dernier podcast, a marqué aussi à la 85e pour revenir un partout. C'est quand même bizarre que les Allemands n'ont pas réussi à s'imposer alors qu'ils étaient chez eux en Champions League. Encore une fois, oui et non, parce que le Bayern, mine de rien, est en transition. Kompany est un entraîneur qui, étrangement, me plaît de plus en plus. C'est quelque chose que j'aurais pas dit quand il a commencé. C'est une vision du foot en tout cas au premier abord, que je ne partage pas. Après, c'est peut-être l'image qu'il donne, c'est un football défensif au Bayern, alors que non, ça l'est pas forcément. C'est juste que voilà, c'est l'image qu'il donne. Un Bayern en transition qui va perdre aussi des cadres très importants, on l'a dit, Müller, etc. Donc voilà, il y a du renouveau avec Olysée, avec tout ça. Donc il y a une effervescence dans ce Bayern, il y a une transition, il y a moins de certitude. L'Inter de Inzaghi, ça fait un petit peu plus longtemps qu'ils roulent leur boss. Ouais, c'est vrai. C'est un Inter qui est extrêmement performant. Moi, Simone Inzaghi, allez, je vais dire quelque chose de fou, mais depuis 4 ou 5 ans, je pense que c'est un des entraîneurs que j'adore suivre parce que il invente des choses, il ose. Son Inter est ultra performant tout le temps. Enfin voilà, c'est solide. Moi, je pense que les deux équipes ont été c'est une performance solide des deux équipes. Voilà. Alors, Honnêtement, quand tu as dit, alors, ça se joue. C'est ça qu'on veut dans le football de haut niveau maintenant. Ça Bien se joue à sûr. des détails dans les dernières minutes. Voilà, mais. Ouais, Je te pour dis moi, le très choix me honnêtement, paraît logique. c'est pas pour parler de chauvinisme ou rien, mais c'est vrai que quand tu regardes un Yann Sommer, on en a parlé aussi hors live, Yann Sommer qui, selon les statistiques, est le 2e meilleur gardien du monde, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Voilà. Et je crois que c'est le CIES d'ailleurs qui l'a dit.
Donc, Voilà. Et puis, donc, mais tu vois les parades qu'il fait face au Bayern, tu vois la sûreté, la stabilité, la sécurité qu'il donne à l'équipe. C'est un peu ce qui manquait à cet Inter pour voilà, parce que c'est vrai qu'en attaque avec un Martinez, un Thuram, un Mkhitaryan aussi qui fait le jeu, etc. T'avais quand même des joueurs Barella, Çalhanoğlu, etc. Donc t'as des joueurs qui arrivent à porter ce danger offensif. Et derrière, je pense qu'il manquait un tout petit peu aussi de stabilité. Puis c'est effectivement ce que Yann Sommer a réussi à faire. Son retour en Allemagne, moi je l'ai trouvé grandissime, notre Yann. petite revanche ou pas pour lui? Parce qu'on rappelle qu'il est quand même passé par le Bayern très peu de temps. Évidemment. Mais voilà, moi voilà, Yann Sommer, on en parle beaucoup en Suisse. C'est vrai qu'à l'international, je sais pas s'il est. Ouais, pas assez. Je pense aussi qu'on n'en parle pas assez parce que c'est vraiment. Il y a des émissions où j'ai entendu. Je vais être très honnête, il y a des émissions où j'ai entendu où ils ont vraiment dit que Yann Sommer était excellent. Mais oui, Yann Sommer est certainement, en tout cas, si c'est pas top 2, parmi les meilleurs gardiens du monde. C'est quelqu'un qui, même en équipe nationale, a été extraordinaire et qui montre encore qu'il est toujours là, qu'il sera encore là à un moment et que. Je pense, à mon avis, c'est la raison. Et c'est la raison pour laquelle l'Inter est arrivé autant loin. C'est pour ça que je vous dis, à Revue Foot 26, les gars, on a la vision. C'est que on parlait aussi dans l'épisode 3, l'épisode 2, maintenant j'ai plus, on a tellement fait, on a tellement roulé notre boss qu'on a, voilà. Mais on disait dans l'épisode 2, l'épisode 3 que justement les gardiens étaient un poste qui était devenu de plus en plus important. Et on le voit encore une fois avec ce match Bayern-Inter où Yann Sommer justement a pu apporter sa pierre à l'édifice et faire en sorte que l'Inter ait l'avantage de ce match aller en Champions League. Arsenal, Real Madrid. Quelque part, excuse-moi, mais ce que tu dis par rapport au gardien et qu'on l'a dit, oui, effectivement, on l'a dit. Et c'est amusant parce que moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de hockey aussi. Et le hockey est un sport où le gardien a une influence immense. Avoir un gardien performant, c'est parfois là-dessus que ça se joue. Plus c'est homogène, plus ça se joue sur des détails, et entre guillemets détails. Mais le gardien est un poste qui devient de plus en plus influent. C'est extraordinaire. Et de voir que des Yann Sommer arrivent à décider des matchs. Donc maintenant, c'est les gardiens qui décident des matchs. Il y a une époque, on disait que c'était les attaquants qui décident des matchs. Maintenant, je pense que c'est les gardiens qui décident. On peut parler aussi de Dibou en finale de la Coupe du Monde, où c'est lui qui décide qui va gagner à la fin. Ça devient de plus en plus influent et c'est très intéressant à voir. Voilà. Et c'est un poste qui, en tant qu'entraîneur, je sais pas toi, mais quand t'es coach, c'est un poste que tu délaisses beaucoup. Sans le vouloir, mais tu le délaisses. En fait, c'est alors dans des grandes équipes, tu as toujours un entraîneur de gardien de toute façon, donc ça c'est autre chose à part encore. Pour moi, le gardien c'est extrêmement important parce que c'est. Bon, là, je vais peut-être rentrer dans le superlatif, mais c'est vrai que pour moi, c'est presque quasiment un sport à part. Je sais pas comment dire en fait. C'est déjà le seul gars sur le terrain, il porte pas le même maillot que les 10 autres. Tu vois ce que je veux dire? Il peut toucher la balle avec les mains, les autres ne peuvent pas. Et en fait, je pense que c'est déjà ancré dans la culture. À chaque fois que tu dis une formation, voilà, tu joues en 4-4-2, tu joues en 4-3-3, tu joues en 4-5-2, etc. Bah, tu dis jamais le 1. Tu dis pas, je joue en Maintenant, 1, il commence. Ouais. Ah, mais tu vois ce que je veux dire, et ça, jusqu'à ce que ça prenne, jusqu'à ce que la mayonnaise prenne, et puis que dans je sais pas moi, dans 5 ans, 10 ans, tout le monde dise 1, 4-4-2, 1, 4-3-3, etc. Ça va prendre du temps, et je pense que les gardiens sont souvent délaissés, sont souvent mis de côté. C'est malgré moi, parce que je pense que c'est un poste qui est tellement important, surtout aujourd'hui dans le football moderne. Avant, c'était un peu le kick and rush. Bon, tu vois, c'était le gars, il reste au but, il dégage, et puis t'attends que l'attaquant qui fait 2 mètres la dévie de la tête pour que l'ailier qui court très vite va seul au but. Voilà. Mais aujourd'hui, avec le football moderne, où tu as des relances qui sont faites au pied, où tu as le gardien en zone 1, c'est un joueur supplémentaire pour trouver des nouvelles espaces, des gardiens qui fixent les adversaires carrément. Je pense que c'est un poste qui est extrêmement important, qui est sous-évalué, sous-coté. Donc oui, c'est très important, très important. Je vais citer une phrase d'une conférence que j'ai vue sur Vestiaire Mag. D'ailleurs, je vous encourage vraiment à vous abonner à ce magazine-là si vous êtes un formateur, si vous êtes un entraîneur amateur. C'est génial, c'est vraiment une masse de contenu génial, c'est vraiment top. Et il montre parfois des conférences, et il y a quelqu'un qui a dit, et c'est un préparateur de gardien notamment, je me rappelle plus du nom, je m'excuse auprès de cette personne, mais qui travaille notamment avec qui nous écoute, bien sûr.
Bah, si un jour il nous écoute et qu'il rattrape tous les épisodes, je me serais excusé, donc j'aurais pas ce problème de conscience. Mais il a dit une phrase qui m'a beaucoup plu. Il a dit voilà, quand tu es un attaquant ou un joueur de champ en tout cas, tu donnes vie au ballon. Et un gardien, c'est l'inverse. C'est le ballon qui lui donne la vie. Et je trouve ça extrêmement juste. Et c'est beau, hein, c'est beau. Non, mais ici, Revue Foot 26, la poésie, tout ça, on connaît. Mais voilà, je trouve vraiment la phrase magnifique parce que ça montre à quel point Un beau qui ce poste est à part. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça montre à quel point le poste est à part et même mentalement, la préparation mentale d'un gardien, elle est totalement différente, quoi. Enfin, je trouve vraiment que c'est un poste qui devient de plus en plus intéressant. Et moi-même, parce que oui, quand on dit on les délaisse, c'est au niveau régional. Hein. C'est quand t'as pas d'entraîneur de gardien avec toi dans ton staff, etc. Où c'est très dur de les inclure. J'essaie pour ma part de plus en plus les inclure, de plus en plus leur permettre de marquer des points aussi pour leur équipe quand on fait des oppositions. Enfin voilà, il faut vraiment les intégrer au groupe de plus en plus parce que c'est effectivement un poste qu'on leur dit souvent, ouais, allez vous échauffer. Et je pense que là, il faut vraiment qu'on apprenne tous. C'est moi le premier à intégrer les gardiens, à comprendre, à se former là-dessus aussi. Et notamment, bah, tu me diras ce que toi t'en penses, mais je trouve ça intéressant au lieu de créer un exercice autour des joueurs et maître gardien, pourquoi pas créer des exercices dans le collectif autour des gardiens avec les joueurs. Voilà, ça c'est peut-être mon prochain défi pour la prochaine prépa, on verra. Ah, mais c'est extrêmement... non, c'est franchement très intéressant ce que tu viens de dire. Il y a aussi le fait que les gardiens d'aujourd'hui, en fait, ils ont des entraînements spécifiques. Moi, en tout cas, en tant que formateur, je conseille vraiment à tous ceux qui ont l'occasion de faire aussi le cours de gardien niveau 1. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour être entraîneur des gardiens, il faut aussi faire des formations spéciales entraîneur des gardiens. Et au moins le cours basique, je crois que c'est 1 jour ou 2 jours, je le conseille à tous les entraîneurs de le faire. Même si vous n'avez pas pour ambition d'être entraîneur de gardien, c'est toujours très important et c'est très, très intéressant de voir l'autre côté de la barrière. Et voilà, cette fois je l'ai bien dit, barrière, voilà, pas barrage. C'est parfait. Il était magnifique, il était en lucarne celui-là. Donc voilà, mais non, franchement c'est très intéressant et c'est très important surtout. Pour la formation, pour l'équipe et pour la construction du jeu, bien sûr. Et oui, et même c'est ça, et même dans notre façon de développer notre football, comprendre quand un gardien doit lire l'espace, fermer l'espace, comprendre comment il fonctionne, ça nous permet aussi à nous de travailler plein de choses défensivement, offensivement. Et il y a une stat qui m'avait fait rire, on va peut-être finir là-dessus sur une stat parce que vous savez que j'aime les stats. Il aime les stats, il est en love avec les stats, bien sûr. 80% du jeu d'un gardien est offensif. 80%. Et je trouve la stat complètement dingue. Voilà. Ouais, alors que nous, on travaille souvent le 20%, en fait. C'est exactement. Ça qui est fou. Exactement. C'est ça qui est fou. Souvent, il y a des oppositions, des trucs. On complimente le gardien sur l'arrêt, mais jamais sur la relance. En tout cas, très peu. Mais c'est pour ça que... Alors, j'aurais adoré devenir joueur de foot professionnel, etc. Mais même à mon maigre niveau régional, je trouve que entraîneur, si un jour, peut-être que j'en ferai mon métier, je ne sais pas, mais vraiment, je trouve que c'est extraordinaire à quel point ça bouge tout le temps, t'évolues tout le temps, t'as une masse de connaissances à apprendre. Alors, encore une fois, on n'est pas chirurgien, médecin, tout ce que vous voulez, on est d'accord, mais je trouve ça génial et écouter des grands entraîneurs parler, en tout cas, je vous encourage aussi à le faire parce que ça vous change vraiment. Quand il y a des gars à haut niveau, très haut niveau, ils vous changent la vision, non seulement du football, mais aussi parfois à l'extérieur. C'est génial. Je vous encourage aussi à écouter Revue Foot 26, en tout cas, ça c'est sûr. Bien sûr. Et il perd pas le nord. Hein. Ah non, mais moi, j'ai la victoire en tête là. Donc voilà, Arsenal-Real Madrid, les gars, deuxième match de cette Champions League. Declan Rice qui met une race à tout le monde, voilà, je l'ai dit. Avec 2 coups francs, mais qui sont magnifiques. À la base des bases, je voulais parler de Nicolas Juver, qui est en fait entraîneur de coups de pied arrêtés à Arsenal. Et sur le replay, on voit qu'il fait une espèce de banane avec la main. Et tu te dis, putain, est-ce que le type est en train de dire à Declan Rice de contourner le mur? Parce que si c'est ça, c'est un visionnaire, le type. Et non, en fait, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'il dit. En fait, il dit à Declan Rice à ce moment-là de centrer. Et Bakayoko Saka dit à Declan Rice, écoute, si tu le sens, tu tires. Il a tiré. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, déjà, le premier but qui contourne le mur, il est magnifique. Mais alors, le deuxième, qui va en lucarne, côté gardien, elle est incroyable. Donc, c'est des moments magiques. Declan Rice, je vous dis très honnêtement, Declan Rice, c'est pas le joueur à Arsenal qui est le plus
qui est le plus, on va dire, prolifique dans l'équipe. Mais qu'est-ce qu'il est bien C'est pas touré ce qu'on là. lui demande d'ailleurs. Hein. C'est pas ce qu'on lui demande non plus. Mais qu'est-ce que c'est bien tiré là. Alors là, vraiment les gars, moi demain je serai entraîneur. Enfin, c'est pour ça que je suis pas entraîneur. Mais si j'étais entraîneur d'Arsenal, il y a un coup franc, je sais pas si c'est lui qui tire. Après, on est d'accord, hein, c'est du travail qui se fait à l'entraînement, c'est préparé pendant la semaine, Mais etc. ça m'étonne. Hein. Et honnêtement, ça m'étonne alors, je dis pas que ça m'étonne que les gens soient subjugués par le but parce qu'ils sont. En tout cas, celui que tu dis qui contourne le mur, ça, il est magnifique. N'en déplaise à Wesley Snyder, je crois, c'est ça? Qui dit ouais, il n'y a rien de spécial. Oui, mon pote. Oui. D'accord. Non, mais, peut-être pour toi, mais pour nous, c'est quand même compliqué, quoi. Mais, d'ailleurs, c'était la semaine des déclats, parce qu'après, on parlera peut-être de la déclat de Koeman, mais on y reviendra. Ah ouais, le grand. Ah ouais, non, mais en dehors de ça, je trouve que. Alors, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais ça m'a semblé logique que Declan Rice ait un bon pied. Puisque dans le jeu qu'on lui demande, il doit réussir à faire techniquement, je veux dire, la technique de son pied pour donner des longs ballons, pour distribuer, elle est là. Donc oui, pourquoi il ne pourrait pas frapper? Maintenant, ce qui est impressionnant, c'est la puissance. Parce que pour enrouler une frappe comme ça, il faut une puissance, un coup de hanche, c'est fantastique. On s'est levé, en tout cas moi je me suis levé, même si, encore une fois, je suis supporter de Chelsea, donc c'est très compliqué. C'est très compliqué de me faire lever quand je regarde Arsenal. Il m'a fait me lever. Sauf pour éteindre la télé, bien sûr. Non, pas du tout, non. Je suis objectif, monsieur. Ouais, mais je rappelle quand même que Declan Rice est formé à Chelsea, si je ne m'abuse. Donc voilà, ça n'est pas. Oui, mais comme toute la planète. Voilà, comme toute la planète, vu qu'ils ont acheté la moitié effectivement, monsieur, toute la planète. Voilà. Mais deuxième, alors débat parallèle sur ce match avant de passer au prochain. Est-ce qu'ils vont réussir à revenir au 3-0 à Madrid, à Bernabeu? Parce que là, on parle quand même d'une équipe qui perd 3-0 à l'extérieur. Camavinga qui reçoit un rouge encore. Ils n'ont pas vraiment été dangereux dans le match non plus. Est-ce que tu les vois remonter? Est-ce que c'est vraiment le Real Madrid avec la résilience qu'il y avait lorsque Benzema gagnait, etc. Moi, alors je vais répondre à ta question, puis je vais te répondre à ta question. Et puis ensuite, je vais te poser une question, parce que je t'ai vu que tu partais pour répondre. Mais vu que c'est Arsenal, j'ai envie vraiment que tu ailles en profondeur dans ce qui va suivre. Donc moi, je vais répondre à ta question. D'accord. Ça reste le Real Madrid, parce qu'on a toujours dit ouais, non, mais ils n'y arriveront jamais. On ne sait jamais. Maintenant, le problème avec le Real, pour moi, c'est que, c'est une équipe, entre guillemets, malade. Alors, c'est très vite dit, malade. Mais c'est une équipe qui a de la peine pour l'instant à trouver de la complémentarité entre les trois devant, qui a perdu Toni Kroos. Donc, au niveau du milieu de terrain, c'est compliqué. Donc, voilà, c'est une équipe qui se cherche encore un peu. Ça demande du temps, il n'y a pas de souci. Ça reste le Real Madrid, donc on ne sait jamais. Mais encore une fois, c'est la bataille des équipes qui sont en transition pour changer. On sait qu'Ancelotti, voilà, on ne sait pas trop s'il va rester, etc. Pour moi, il devrait rester, mais chacun son truc. Et les équipes qui sont en place. Mikel Arteta, ça fait un moment que son équipe est en place. Donc, pour répondre à ta question, je ne crois pas, mais c'est le Real Madrid, on ne sait jamais. Maintenant, j'ai posé une question à toi. Oui. Et c'est là que ça devient plus pointu, c'est est-ce que dans le jeu, parce qu'on a parlé des coups de pied arrêtés et tu as parlé de l'entraîneur du spécialiste coup de pied arrêté d'Arsenal qui est devenu une star, puisqu'ils ont compris, non mais c'est vrai, parce qu'ils ont compris à quel point c'est important. C'est une des choses qu'on travaille le moins à l'entraînement et pourtant qui est les plus décisifs. Le rapport de force est bizarre là-dessus. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui te rapporte énormément de points et on travaille le moins à l'entraînement. Donc voilà, c'est très malin de leur part. Mais dans le jeu, parce que moi c'est ça qui m'intéresse par rapport à ta vision, c'est est-ce que tu sens un Arsenal enfin capable d'y aller? Parce que c'est ça la question maintenant. Est-ce que là on parle plus de mecs d'outsiders, on parle vraiment de est-ce que Arsenal est capable maintenant d'aller chercher cette Champions League avec l'équipe qu'on a, avec Mikel Arteta, avec tous les joueurs qui sont là depuis un moment. Est-ce que tu sens dans le jeu la maturité? Je vais essayer de te répondre le plus objectivement possible. Quand même, le but de ce podcast, c'est d'être objectif quand même de temps en temps. Je te dis très honnêtement, Arsenal a toujours, encore et toujours, malgré ce que tu dis, la position d'outsider. Et les gens aujourd'hui, tu vois le résultat 3-0, tu dis ouais, non, ils ont gagné facile. Pas du tout. Déjà, c'était pas facile. Et puis deuxièmement, avant le match, je donnais quand même très peu cher de l'équipe, ou en tout cas, je voyais très peu de personnes qui étaient convaincues qu'Arsenal allait gagner 3-0 au Real Madrid. Franchement, le gars qui a typé 3-0 sur Bwin, je pense qu'il se fait de bonnes vacances là, en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
Maintenant, la question à savoir si est-ce qu'ils ont les reins solides pour tenir jusqu'au bout. Je pense qu'en tout cas, à défaut de pouvoir répondre à cette question, je pense qu'ils ont en tout cas la qualité pour le faire. Ils ont en fait ce qu'ils n'avaient pas depuis très longtemps. Je me rappelle d'un Arsenal qui avait eu pendant longtemps des problèmes de 6. On avait beaucoup de mal à trouver un 6. Je me rappelle qu'on avait essayé plein de joueurs là-dedans. On avait essayé Wilshere, on avait essayé même Arteta, qui est maintenant entraîneur. On avait essayé plein de joueurs qui n'allaient pas. Et puis en fait, maintenant, la question de savoir s'ils vont tenir le coup, s'ils vont pouvoir être en phase jusqu'à la fin de la Champions League, écoute, moi, je les vois en tout cas aller loin. Je pense qu'ils ont les attributs et les compétences pour battre le Real Madrid. Et la prochaine équipe qui sera face à Arsenal sera déjà prête par rapport à la qualité de l'équipe. Donc ça veut dire qu'ils ne pourront plus jouer de cet effet de surprise. Dans le jeu en lui-même, la construction du jeu, etc. J'ai vu une équipe qui était solide défensivement. J'ai vu une équipe qui a su profiter des occasions. Il ne faut pas juste oublier que sur les 3-0, il y a quand même 2 buts de coups de pied arrêtés. Donc ça veut dire que dans le jeu en lui-même, dans les phases de jeu, tu n'es pas encore assez bon. Tu profites très bien des coups de pied arrêtés, c'est très bien, c'est très important de le faire. Mais dans les phases de jeu, lors de la construction de jeu, quand tu dois passer en zone 2, zone 3, définition, etc., il te manque encore cette puissance physique, athlétique, technique pour prétendre à un prétendant du titre clair. Si tu vois, aujourd'hui, Arsenal a joué contre Real Madrid. S'ils avaient joué contre une équipe comme le PSG ou une équipe comme l'Inter, qui sont beaucoup, à mon avis, je pense, qui sont plus solides encore que le Real Madrid aujourd'hui, je sais pas si on avait eu autant de facilité à le faire que ce qu'on a eu maintenant. Ok, donc pour toi, clairement, c'est faisable. Et je te rejoins, Ouais, c'est-à-dire que comme tu as dit, c'est l'effet de surprise, il n'y a plus. Enfin voilà, c'est faisable, donc on verra. Ça va être très intéressant au vu de ce qui reste, en partant du principe évidemment que le Barça se qualifie et le PSG aussi. On ne sait pas encore trop pour le Bayern Inter, mais ça va être des duels qui sont très intéressants. Des 4 équipes qui vont rester, je pense que, et c'est la première fois, alors je l'ai un peu dit avant, mais c'est la première fois où je me dis vraiment, en tout cas ce qui me concerne depuis l'extérieur, Arsenal est au niveau des autres. Comme j'ai dit, c'est pas un outsider, c'est au niveau des autres. Il y a le Barça peut-être qui fait office de favori avec le PSG un tout petit peu, mais tu te dis ça va être très compliqué. Donc voilà, intéressant. Intéressant d'avoir ton avis et intéressant de voir la suite et de pouvoir en débriefer avec toi aussi. Peut-être en demi-finale du coup. Ah ouais, écoute, on l'espère. Justement, en parlant du Barça, transition top pour le prochain match, 4-0 pour Dortmund. Ah, mais les transitions ici, on travaille offensif, défensif. Def-off, tout ça. Def-off, bien sûr. 4-0 au Dortmund. FC Barcelone, les gars. Encore un Lamine Yamal. Moi, je pense que je vais le dire toutes les semaines. C'est quand même fou ce qu'il fait ce garçon à 16-17 ans. Là, j'en peux plus de lui. J'ai vu aussi sur Winamax. Je sais plus qui c'est qui disait ça, que Lamine Yamal c'était un Kinder Surprise, qu'il y a un match il nous fait une virgule, il y a un match il nous fait ci, il nous fait ça. Moi je vais être beaucoup plus incisif, les gars. Je pense que Lamine Yamal aujourd'hui porte le Barça et qu'on le voit faire des matchs comme il a fait face au Dortmund où il régale tout le monde. Bon, après Dortmund, on va pas se mentir, c'était pas non plus l'adversaire de fou. Donc j'attends le Barça au tournant avec une vraie équipe devant. Je sais que tout Dortmund nous écoute, mais voilà, tant pis. Mais j'attends quand même Barça avec une vraie équipe. Pourtant 4-0 c'est quand même déjà un bon pied en demi-finale. Oui, alors encore une fois on a vécu la remontada, donc on va jamais se prononcer trop vite ici, parce qu'on n'aime pas se mouiller ici, on n'aime pas. Non, mais voilà, vous voyez, c'est ça le foot qui est génial, c'est que ça contredit totalement mon espèce de théorie d'avant où je dis Arsenal la maturité, l'Inter la maturité, puisque le Barça et le PSG sont 2 équipes qui sont neuves entre guillemets, avec Hansi Flick qui est pas là depuis longtemps, avec Luis Enrique qui est pas là depuis longtemps, qui ont subi beaucoup de changements, et pourtant c'est les 2 favoris pour le titre. Voilà, c'est ça qu'on est dans le foot, c'est que il n'y a jamais de vérité absolue. Oui, le Barça, des gens marchent sur l'eau, Lamine Yamal, mais surtout Pedri. Oui, je sais, on parle beaucoup de Lamine Yamal parce que c'est le plus bling-bling, mais alors Pedri, les gars, c'est quand même. Clair. C'est mon football, quoi. Ça me parle, ça me fait transpirer, ça me tue. C'est génial. Hansi Flick, il a amené cette rigueur un peu cliché des Allemands, mais c'est un peu ça. C'est un match parfait. Le Barça est redevenu le Barça.
Que dire à part bravo messieurs, vous les avez mangés dans tous les sens et putain, ça fait plaisir de voir ça. C'est un peu du commentaire PMU, mais à un moment donné, oui, c'est un peu ce côté-là qu'il faut ressortir. C'est ouah, que dire. Je vais pas me perdre dans des analyses trop pointues parce qu'il y a des gens qui les font bien mieux que moi sur le jeu du Barça. Mais oh là là, je connais très peu de gens qui sont bien mieux que toi. Ça, je te le dis déjà maintenant. Là là. Mais pour finir, pour passer peut-être au match, pas le plus intéressant, mais en tout cas un des matchs à regarder cette semaine, c'était effectivement Paris Saint-Germain Aston Villa. Il y avait plein de petits retours dans ce match. Il y avait justement notamment aussi Martinez qui avait éliminé les Français, on se rappelle à la Coupe du Monde, qui avait éliminé Lille aussi, qui maintenant est rejoué contre Paris Saint-Germain. Martinez, donc le gardien de Aston Villa, qui est venu avec la coupe de la Coupe du Monde au présent au match, pour chambrer les Français. Il y avait aussi le retour de Rashford, qui avait déjà joué contre Paris aussi quelques saisons passées. Et puis après le retour aussi surtout de Yue, bien sûr, pour la concurrence. J'ai bien fait ou pas? La concurrence. C'est pas mal. Bien sûr. Le retour de Monsieur Unai Emery face au PSG. Puis je pense qu'il avait une petite revanche à prendre quand même. Donc voilà, Asensio aussi qui est prêté par le PSG. Donc il y avait pas mal de retours, pas mal de petits insiders comme ça entre les deux équipes. Déjà, t'as pensé à quoi du match? Dans l'ensemble, très plaisant. Encore une fois, on a vu. Ah oui, parce que ça, on l'a peut-être pas dit. Mais c'est quand même dingue le nombre de buts de fous qu'on a pu se mettre sous la dent avec Lautaro, avec Farah. C'est complètement dingue avec Declan Rice. Le niveau est totalement fou. Maintenant, ce PSG prend vraiment corps, en fait. La mayonnaise est en train de prendre de manière. Est-ce qu'on l'a déjà vu avant? Je ne pense pas. Je pense qu'on n'a jamais vu un PSG aussi fort dans le jeu, aussi cohérent dans ce qui est présenté. Et moi qui suis pas un grand fan du PSG, je trouve, même moi j'avoue que là ça devient très 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 intéressant. Et s'il y a une seule année où même avec Tuchel, quand ils arrivent en finale, je me dis le Bayern l'a mérité quand même. Là je pense que le PSG s'il gagne, il y aura rien à redire. Vraiment je les trouve de plus en plus intéressants dans ce qu'il présente, dans les individualités qu'il arrive à. Parce que ça qui est fort avec Luis Enrique, c'est qu'il arrive à mettre des individualités dans un collectif, ce qu'on n'avait jamais réussi à faire à Paris. Ça. Et il travaille dans un contexte où, pardon, je le répète, mais le board du PSG, c'est la grande catastrophe. C'est n'importe quoi ce qui se passe au PSG. Encore maintenant. Donc réussir, et bravo au groupe aussi, bravo aux joueurs, parce que de travailler dans un contexte où c'est pas forcément le plus sain, de réussir à faire ça, c'est fantastique. Mais j'ai vraiment Luis Enrique de plus en plus. J'adore cet entraîneur. Vraiment, je trouve que ce qu'il présente, c'est fantastique. Et en face, encore une fois, il faut pas minimiser la perf, parce qu'en face, tu as une équipe d'Aston Villa où on se dit ouais, c'est pas très sexy, c'est pas très vendeur Aston Villa, c'est une équipe de Birmingham. Enfin voilà, c'est d'ailleurs ils sont en train de jouer en ce moment même. D'ailleurs, pendant qu'on parle, ils sont en train de jouer contre Southampton. Magnifique ça. Magnifique, hein. Mais Aston Villa, pour vous donner une idée des perfs de Aston Villa, alors je vais vous citer quelques scores. 3-1 contre Bruges, 1-0 contre Brentford, 3-0 contre Bruges de nouveau, 3-0 contre Preston North End en quart de finale de FA Cup, 3-0 contre Brighton, qui est absolument pas négligeable, 2-1 contre Nottingham Forest, qui est l'équipe en forme en première ligue en ce moment. Donc avant que le PSG les cartonne, il reste sur beaucoup de victoires. C'est une équipe qui marche très fort. Unai Emery est un coach. Le match retour en Angleterre aussi. Donc là, ça va être aussi le moment de prouver. Évidemment, il n'y a rien fait, les gars. 3-1, c'est pas. Il n'y a plus de règle de but à l'extérieur, heureusement. Pour ça. Paris, en tout cas. Mais oui, non, rien n'est fait. Aston Villa est capable, surtout en Angleterre, de changer peut-être les choses. On a vu aussi Paris. Que si Paris n'est pas forcément concentré, notamment face à Dunkerque, où on se fait peur tout seul. Donc c'est toujours possible, il y a quand même de très jeunes joueurs dans cet effectif, dans ce collectif. Je pense que Paris va quand même le faire, mais attention à pas minimiser la performance face à une équipe d'Aston Villa qui est extrêmement en forme, qui est un coach extrêmement fort. Vraiment, je pense que Unai Emery est un coach sous-coté, mais vraiment sous-coté de fou.
Partout où il passe, il présente quelque chose d'extrêmement cohérent, de très solide. Enfin voilà, Unai Emery, c'est très très fort. Donc attention pour Paris, mais je pense que ça passera. Et si ça passe, attention pour le titre. À mon avis, ça sent bon. Je pense que le plus gros obstacle, c'est le Barça, mais ils ont un atout, c'est Luis Enrique, qui est passé par là, donc qui connaît la mentalité catalane, qui connaît le club, donc qui est capable. Bref, c'est les Avengers. Hein. Cette Champions League là, ces demi-finales qui vont se présenter, ça va être les Avengers, ça va être génial à suivre et bien malin sera celui qui peut prédire la suite. Le score, ouais, c'est clair. Bien, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe au sujet du jour. Après toutes ces péripéties footballistiques. Et la fin de revue football 26, bien sûr. Et là, alors là, on va un peu, voilà, c'est vrai que ça va être un sujet assez hardcore, et je sais que des millions de gens nous écoutent, donc forcément, ça va être un coup de tonnerre dans le foot. Mais tu sais qu'un jour, tu vas peut-être plus dire cette phrase. Hein. Eh ben, écoute, oui. Parce qu'elle sera peut-être réelle un jour. Elle l'est déjà. Tu n'as pas vu les audiences, mais elle l'est déjà. Elle l'est déjà. Excusez-moi. Je suis pas un monsieur de. Ah bah si, je suis un monsieur de stats. En fait, je peux pas dire ça non plus. tu voulais t'en tirer, mais non. Ouais, non, je voulais me dédouaner en disant non, mais je suis un. Mais j'arrive pas. Non, mais je peux même pas. Bah écoute, sujet spécial, c'est tout de suite. 3 for me and 2 for them. Respect. More than you believe. More than you believe, I'm happy. You aren't showing it. I'm so happy, believe me. I'm so happy. Happy New Year. Estar disponible para el partido de Ipswich. Bueno. Ipswich Town, Marcelo Bielsa. Voilà. Si tu as besoin de tout ce qui est prononciation, tu m'appelles. Et aujourd'hui, pour le sujet spécial. Ipswich. Donc voilà. Aujourd'hui, sujet spécial, la politique dans le foot. Alors les gars, c'est un sujet qui est très très vaste. Je vais essayer de me concentrer pour pas partir dans tous les sens. Je pense que ça va être un podcast un tout petit peu plus long que d'habitude, parce que là on est déjà hors timing, mais c'est pas grave, c'est la passion. Ça tombe bien parce qu'on moi on m'a demandé personnellement de faire plus court. Ça tombe bien, voilà, vous voyez, on vous. Bah voilà, écoute, plus court, ça va être compliqué, Non mais si non, tu mais veux, voilà, en fait, c'est la maison, on est bien ensemble. C'est la passion. Les gars. La politique dans le foot, je t'explique. Pour tous ceux qui sont juste fans de foot, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément dans le foot, qui n'ont pas été joueurs de foot professionnels, ou qui ont juste joué du foot amateur, qui n'ont jamais fait entraîneur de leur vie, etc. Il y a un côté sombre. Voilà. C'est le côté Dark Vador du foot, comme je l'appelle. Il y a un côté sombre, les gars. C'est la politique dans le foot. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce n'est plus selon ce que tu fais comme résultat, quelle est la philosophie de ton jeu, est-ce que tu arrives bien à appliquer l'idéologie du club, est-ce que ton équipe joue, est-ce qu'elle est ensemble, est-ce que les joueurs apprennent, est-ce qu'ils se forment, est-ce qu'ils progressent. Pas du tout. C'est quelle main tu as serré le samedi ou le dimanche ou le mercredi soir. Voilà. En fait, pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui sont dans le foot élite. Je parle à mon niveau, hein, de ce que je connais, qui n'ont rien à faire là, les gars. Rien à faire. Je vais vous donner 3 exemples. Okay, puis après, je laisserai Prof parler parce que je sais qu'il a exactement la même vision que moi dans ce sujet-là. Je vous donne 3 exemples concrets. À quelques détails près. Quelques détails. Ok, bah tu nous diras. Je vous dis juste 3 exemples concrets. J'ai fait mes diplômes. J'ai eu mon diplôme BUFA, c'est l'avant-dernier diplôme que tu puisses avoir, avant le A et ensuite éventuellement le Pro. Voilà, ça c'est encore une autre histoire, mais sinon c'est l'avant-dernier normalement. J'ai fait mon diplôme BUFA, le filtre est extrêmement petit parce qu'on est dans un petit pays avec peu de possibilités, donc ils rendent les choses encore plus compliquées pour avoir moins d'entraîneurs possibles, ce qui est tout à fait logique, c'est ok. Et les 30 meilleurs de la région, pour être précis. Et les 30 meilleurs de la région, les 30 meilleurs, pas seulement les 30 meilleurs, les 30 meilleurs ayant réussi leur examen. Déjà, il faut réussir l'examen, puis ensuite, une fois que tu l'as réussi, il faut être dans les 30 meilleurs. Donc, déjà, le filtre, il est assez conséquent. C'est un module sur une année, et une fois que tu as fini le module, tu as encore des examens de fin à faire. Donc, c'est vraiment pas facile. Bref, moi, j'ai vu des gars réussir ce diplôme B, les gars. Je vous jure que je ne donnerai pas mon fils dans leurs mains.
Ils ne font pas une passe, les gars. Ils ne font pas une passe et ils réussissent des diplômes. Et c'est exactement ce genre de personnes qui travaillent dans des clubs à responsabilité où tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Alors moi, attention, je suis partisan de ceux qui veulent apprendre et ceux qui amènent de la qualité. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, un ancien joueur de foot n'est pas nécessairement un bon entraîneur. Comme un gars qui n'a jamais fait de foot dans sa vie n'est pas nécessairement un mauvais entraîneur. Mais il faut avoir un minimum. Et le minimum, il n'y était pas là. Par exemple, typiquement, dans l'exemple que je vous ai pris, le type ne savait pas faire une passe à 5 mètres et c'est quelqu'un qui a le diplôme BUFA. Donc, alors, je ne sais pas qui c'est, d'où est-ce qu'il vient, est-ce qu'il a payé ou pas, est-ce qu'il a serré des mains, je ne sais pas, je veux pas insinuer des choses que je veux qui n'existent pas, mais je me pose des questions. Deuxième exemple, c'est un fait, j'en ai parlé encore cette semaine, les gars. J'ai un entraîneur qui est placé, enfin qui travaille au Lausanne Sport. Okay, donc il travaille là-bas, je le connais, il travaille très bien, c'est un passionné, il connaît très très bien sa matière, il se donne la peine, etc. Après on peut aimer ou pas aimer, ça reste le foot, mais c'est quelqu'un d'impliqué. Ce gars-là a un assistant qui lui a été assigné par le Lausanne Sport. Okay, il lui a été assigné par le Lausanne Sport. L'assistant, non mais écoutez bien, parce que l'anecdote commence maintenant. L'assistant lui écrit et lui dit, écoute, je vois qu'au niveau foot, tu t'y connais vachement bien. Moi, personnellement, pas trop. Donc, si tu as besoin d'aide dans l'administration, tu me dis. Et assistant, entraîneur dans le football élite Lausanne Sport, et tu dis, ah mais moi le foot, tu sais, c'est pas, je suis pas très fort dedans, hein, moi c'est plus l'admin, moi. Là, c'est plus l'admin. Frère, mais est-ce qu'on marche sur la tête? On marche sur la tête. Est-ce que c'est moi, je suis à l'envers, ou est-ce que c'est le monde, il est à l'envers? Voilà. Non mais, voilà, bref, troisième exemple. J'ai fait moi des détections dans des clubs, non, football élite, où je sais pertinemment qu'il y a des parents qui payent les entraîneurs et qui les payent grassement pour que leur enfant joue. Il y a des fils d'entraîneurs qui sont pris dans des cursus de football élite alors qu'ils ne valent pas un clou, et juste par le nom de famille, parce que c'est le fils de machin, de l'entraîneur de la première équipe, directeur technique, président, bababi, bababa. Donc, on lui donne une chance et il doit suivre le cursus. Et le gars, il touche pas les 2 billes, mais c'est pas grave. Vraiment, les gars, c'est... Alors, Romain Molina qui nous écoute, voilà, m'a dit, on adore, c'est effectivement comme ça. Et qu'on adore. C'est le folklore, les gars. Donc là, l'objectivité, là, on n'y est pas du tout. C'est à celui qui fait la gorge profonde, la meilleure gorge profonde, c'est celui qui aura la meilleure place. Et ces gens-là qui ont responsabilité dans les clubs, alors pas tous, effectivement, pas tous, mais il y en a quelques-uns, les gars, ils ont un ego, je pense, surdimensionné, parce que toute l'année, toute la journée, on lui graisse la patte. On lui dit, waouh, ce que tu fais, c'est génial, machin, juste dans l'espoir de, tu me donnes une petite place, tu me fais croquer aussi, voilà. Et ça, c'est quand même fou. On parle souvent, tu sais, dans le monde, je fais vite fait un parallèle qui n'a pas vraiment à voir, mais juste que vous compreniez un peu le business. Dans le monde de la chanson, dans le monde du cinéma, souvent il y a des déclarations qui sont très graves, qui relatent des faits très très graves où des gens peut-être ont été poussés à faire des promotions canapés, des machins, etc. Et là dans le foot c'est pas la même chose, parce que voilà, mais c'est vrai que on y est, on s'y croirait quasiment en fait. Pourquoi? Parce que tu es obligé de dire salut au bon gars, de dire bonjour, d'être d'accord avec lui. À partir du moment où tu vas à contre-courant, un électron libre dans le club et tout machin, même que tu sois d'accord, hein, enfin même que tu aies raison, etc., bah t'es éjecté, frère, t'es éjecté du système, c'est comme ça, t'es éjecté du système. Et là je vous ai cité 3 exemples, je pourrais écrire un livre dessus, parce que là ça fait quand même effectivement je pense 7 ans que je suis dans l'entraînement. Je vous ai jusqu'à maintenant cité des trucs de diplôme de football élite, mais dans le régional, c'est la même, à d'autres échelles, mais c'est la même. Et moi, pour avoir entraîné avec Prof qui est dans ce podcast en régional, je peux vous dire qu'on en a vu aussi
des entraîneurs, des situations aberrantes où on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est ça, peut-être c'est ça qui est extraordinaire. Alors, je vais peut-être commencer à parler en disant, parce que tu as cité quelqu'un que moi j'adore et que je soutiens, même si je peux pas le soutenir évidemment financièrement. Si, j'achète ses livres, donc on va dire que je le soutiens financièrement, mais Romain Molina, qu'on salue et qu'on soutient pour ses combats, pour tout ce qui se passe dans le foot qui est horrible et pour lequel il fait un travail extraordinaire, première chose. Mais ensuite, pour revenir à ce que tu disais, oui, effectivement, alors, ce que tu dis existe. Je vais un peu faire l'avocat du diable, hein, je m'explique. Ce que tu dis existe bien plus que ce qu'on pensait, je pense, et c'est pour ça qu'on est extrêmement dessus. C'est peut-être pour ça que aujourd'hui tu peux paraître véhément et très énervé. Ce que je peux comprendre, c'est parce que quand on est un passionné du foot, qu'on rentre là-dedans et qu'on se dit voilà, nous on est là pour certaines raisons et qu'on voit que la méritocratie n'est pas forcément ce qui est utilisé pour définir qui monte, qui descend, qui va entraîner qui. Oui, ça déçoit, et ça peut être envers les entraîneurs, ça peut être envers certains joueurs. Où j'ai aussi vu certains joueurs en élite où tu te dis mais il a rien à faire là, en fait c'est parce qu'il connaît ou qu'il est il est de la famille du président ou comme ça. Oui, bien sûr, évidemment que ça existe. Évidemment que dans les clubs il y a des gens parfois qui ne sont pas compétents. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que déjà ça se passe à tous les niveaux, que ce soit régional, élitaire en Suisse, mais ça se passe aussi à l'étranger, partout, même au Barça, à Chelsea, surtout dans les grands clubs, à Paris. Mais vraiment, si je vous encourage à aller voir ce qu'a fait comme travail Romain Molina par rapport au PSG. c'est extraordinaire ce qui se passe derrière. Normalement, c'est des infos sûres, les gars. Il apporte des preuves souvent dans ces vidéos, donc vraiment. Donc voilà, ça se passe vraiment à tous les niveaux. Ce qu'on décrit là, ça se passe à tous les niveaux et on a été déçus à tous les niveaux. Je vais prendre ton parti sur certaines choses. C'est qu'effectivement, et moi je l'ai vu parce que maintenant, grâce à mon board où je suis maintenant dans mon club, ça se passe très très bien, je suis suivi, je suis soutenu, c'est structuré et pourtant c'est un club de régional, hein, mais il y a vraiment une volonté. Alors tout n'est pas parfait évidemment, personne n'est parfait, nous les premiers, hein, si vous voulez, je pense que Claudio sera vraiment là-dessus. On regarde ça, on critique les gens, mais on regarde ça parce qu'à la base on admire le niveau et c'est ce qui m'a fait du bien dans mon club actuel, c'est que on essaie vraiment de faire des choses. Peut-être que c'est pas juste totalement juste, qui est impossible, mais en tout cas, voilà, on est soutenu, on peut avoir vraiment, j'allais dire des promotions, mais c'est vraiment méritoire. C'est-à-dire que voilà, tu fais des bons résultats, on va te récompenser d'une certaine manière, on va te le dire, te féliciter, enfin voilà, il y a vraiment cette ambiance où tu te dis, ok, si je travaille bien avec les jeunes, s'ils sont bien formés, il y a une récompense parce qu'ils peuvent progresser avec le suivant qui travaillera aussi bien, etc. Et j'ai aussi eu une expérience avec notamment Claudio dans un autre club de régional, donc c'est le même niveau, où là par contre c'est totalement fou ce qui se passe. Et je vais pas citer le club parce que oui, bien sûr, mais je vais pas citer le club parce que je les aime j'aime ce club de tout mon cœur et je déplore ça. Mais oui, l'expérience en régional, vous pouvez passer du tout au tout. Et des fois en élite, c'est ce que dit peut-être Claudio, c'est quand on regarde depuis le régio en élite et qu'on voit certains entraîneurs, on se dit waouh, cette personne-là, elle est extraordinaire, elle pourrait m'apprendre beaucoup de choses. Et vous en voyez des autres où vous dites honnêtement, j'ai rien à envier et je comprends pas pourquoi il est là. Enfin, il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de voilà. Et quand vous cherchez, vous creusez un peu, vous vous rendez compte que cette personne-là a des contacts. Maintenant, c'est ça la question. Est-ce que finalement, c'est pas les règles du jeu et que oui, le relationnel compte aussi. Et je me mets à la place peut-être des clubs où vous dites, voilà, pour faire perdurer ma structure, mon club, mes relations, enfin, je dois faire perdurer mes relations pour pouvoir encore peut-être me développer plus. Donc oui, je pense que malheureusement, il faut faire avec, que c'est un équilibre de tout et que oui, vous trouverez toujours des joueurs qui n'ont rien à faire là ou des coachs qui n'ont rien à faire là, mais vous trouverez aussi des gens qui sont extrêmement compétents, qui sont capables de faire des choses magnifiques. Notamment, tu parlais de Lausanne, c'est amusant, puisque dans un des podcasts, je ne sais plus lequel, puisqu'on en a fait 36, on parlait de la formation lausannoise qui est excellente. Et pourtant, dans la formation lausannoise qui est excellente et qui marche très très bien en ce moment, visiblement, tu as des gens qui ne connaissent pas le foot. Mais moi, j'ai envie de te répondre, le mec qui ne connaît pas le foot, au moins il en est conscient. Parce que j'ai rencontré des gens dans mon parcours. Attends. Non, mais attends. On doit se contenter. Non, mais c'est quand même fou ça. On va pas se contenter d'un type. Je finis juste mon raisonnement et après tu peux me déclencher, il n'y a pas de souci. Mais
Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai quand même rencontré des gens dans le milieu footballistique, encore une fois, à tous les niveaux, qui sont, selon mon point de vue, ridicules et médiocres, qui sont encore plus médiocres que moi et qui te parlent comme si c'était des Ancelotti ou Guardiola. Peut-être que nous, on peut paraître prétentieux, il n'y a pas de souci, je l'entends. Maintenant, il faut un peu de confiance en soi, mais je connais mes limites, d'accord? Quand quelqu'un me parle et que je comprends que cette personne-là est supérieure, et c'est pas un mal que la personne soit supérieure, je suis capable d'engranger les infos et d'apprendre, et je veux ça, je suis demandeur de ça. Mais il y a des gens qui m'ont parlé où je me dis des fois, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu fais comme si tu étais Ancelotti alors que on voit très bien que niveau footballistique c'est zéro. Donc voilà, pour moi il y a vraiment de tout et je mets un peu d'eau dans le vin, il y a un peu de tout. Voilà. Ok. Non, mais écoute, moi je t'entends, je suis pas complètement non plus en désaccord avec ce que tu viens de dire, mais franchement, en fait, si tu veux, si t'es là pour entraîner parce que. Non, mais en fait, tu sais quoi, non, franchement, les gars, vous avez pas d'idée dans le foot, allez vous faire foutre, voilà. Faites du pain, je sais pas moi, du cours de bus, je sais pas, non, mais au bout d'un moment, les gars, on parle de football élite. Il y a déjà que 12 équipes en Suisse, 24 si tu comptes la Challenge League, où on peut vraiment bosser. Donc putain, mais prenez les gens qui sont compétents. Arrêtez de prendre des manches à balai ou des plots pour faire entraîneur ou je sais pas où, frère. Il y a des gens, ils ont aucune idée, je suis désolé, ils doivent faire autre chose dans la vie. C'est pas grave, il y a plein de trucs. Tu peux être entraîneur de water polo, je sais pas, si t'es juste là parce que ton fils il fait du foot et puis que t'as envie d'être avec ton fils, mais inscris-toi à la boxe, fais un autre truc, je sais pas, fais un tour en vélo. Non mais je suis au bout de ma vie avec ce genre de sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que les gars qui n'ont aucune idée n'ont rien à faire dans le monde, c'est tout. Moi, tu sais, par exemple, l'escalade, tu vois, par exemple, je m'y connais pas. Bon voilà, je m'y connais pas. Je sais pas moi, ce que c'est qu'une bonne grippe ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Je m'y connais zéro. Alors je vais pas commencer moi à donner des leçons d'escalade. Tu vois? Je m'y connais pas, ça m'intéresse pas plus que ça. J'aime bien regarder de temps en temps, mais je suis pas pro. Donc si je suis pas pro et que j'ai aucune idée, et bien après l'argument de dire non mais le gars il s'en rend compte au moins. Mais attends, mais football élite, 12 équipes professionnelles. Mais et on est... Attention, je remets pas en question. Heureusement qu'on a dit aux auditeurs, heureusement qu'on a dit aux auditeurs, c'est un sujet chaud, restez calme, respirez. On sent que tu respires bien là. Là, tu respires bien là. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on devrait se contenter de dire, non mais tu sais, le gars il est con, mais au moins il le sait. Voilà, c'est pas grave. On le laisse bosser, alors il le sait. Pourquoi je préfère ça? Je vais te dire pourquoi. Parce que oui, c'est un vrai sujet. Je vais te dire pourquoi je préfère ça. Sa maman, il a dit qu'il était spécial. Donc, tu vois, donc on le laisse. Non, je vais te dire pourquoi je préfère ça. Voilà. Je préfère quelqu'un qui est conscient d'avoir des limites que quelqu'un qui vient avec des certitudes à la con, incapable de se remettre en question et qui vient essayer de t'apprendre la vie et puis prendre les rênes, parfois qui prennent les rênes de certains clubs et où tu te dis, toute la structure est foutue en l'air parce que la personne ne veut pas se remettre en question, elle n'est pas consciente de ses limites. Encore une fois, je vais te dire, encore une fois, je fais l'avocat du diable, excuse-moi. Je fais juste l'avocat du diable. Je te pose la question, mais à quel point tu en es conscient? Parce que t'es assez conscient pour me dire que tu connais rien en foot, et t'es pas assez conscient pour savoir que t'as rien à foutre là. Donc, elle est où la conscience là? C'est quoi la limite? Mais après, encore une fois, connais rien en foot, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça dépend de l'échelle. Parce qu'à une certaine échelle, je ne connais rien au foot. Si moi, demain, je vais parler, je sais pas moi, Fabio Celestini, le mec, il va me dire, mais qui êtes-vous, monsieur? Vous comprenez rien à ce qui se passe. Vous avez aucune idée de ce que c'est le monde pro. Vous avez aucune idée de ce que c'est une structure professionnelle. Vous êtes un entraîneur de campagne. Ok. J'ai capté. Tu vois, donc ça dépend de l'échelle. Avec tout le respect que j'ai pour le monsieur dont je parle l'anecdote, c'est pas Celestini. Voilà. Non, mais bien sûr, très fort. Ce que je veux dire, c'est suivant l'échelle. Oui, mais justement, si par rapport à lui, tu dis que tu t'y connais pas, c'est que tu ne connais rien. Et encore une fois, alors là, je vais te poser une question. Désolé, hein, je t'embête un peu, je te titille, parce que moi, j'aime bien, je vois que pour une fois, tu l'as pris dans l'émotion, donc je vais aller à fond. Bien sûr. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a une vérité dans le foot? Est-ce que ton avis, mon avis, ma façon de faire, ta façon de faire, celle de Guardiola, est-ce qu'il y a une vérité? Est-ce qu'il y a une méthode? Je ne pense pas qu'il y ait une méthode. Je ne pense pas qu'il y ait une vérité. Je vais même aller plus loin. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas de vérité qui fait que c'est le plus beau sport du monde. Mm-hmm. Personnellement. Donc, quelque part, quelqu'un qui te paraîtra incompétent
Ouais. Parce que c'est quoi être incompétent? En fait, pour moi, c'est ça. Moi, ce qui m'a le plus choqué, et je le dis sans aucun détour et sans aucune honte, c'est les coachs qui avaient peut-être des connaissances footballistiques, qui avaient des compétences même pour entraîner des équipes, mais qui entraînaient pour leur gueule. C'est-à-dire qu'ils sont pas là pour les jeunes, ils sont pas là pour la formation, ils sont là pour eux et pour se développer eux. Sauf que pour moi, je pense que tu peux être tu peux avoir des lacunes de connaissances footballistiques. Si tu es un bon, en tout cas dans la formation, si tu es un bon manager, entre guillemets, si tu arrives à apporter quelque chose aux jeunes, qui prennent du plaisir, qui arrivent à se développer, à avoir envie, à aller tout seul même peut-être chez un autre entraîneur qui va leur apprendre plus de choses, mais qui ont cette envie grâce à toi, où tu as réussi à leur apporter quelque chose, automatiquement, déjà, ton travail va être reconnu parce que, bah oui, on voit après le développement du jeune et ce qu'il a appris, donc on va reconnaître un peu ce que tu as fait. Et je pense que même pour toi, si tu y vas pour les mauvaises raisons, c'est ça. Si tu es entraîneur pour les mauvaises raisons, pour moi, tu es incompétent. Peu importe tes connaissances foot. Voilà, c'est ça le truc. D'accord avec toi, mais tu vois, en fait, si tu veux, comment dire, je suis un petit peu plus exigeant que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, apporter la motivation, la joie du foot, etc., ça fait de toute façon partie de tes objectifs, quelle que soit l'équipe et quelle que soit la catégorie d'âge que tu entraînes. D'après moi, ok. Donc, effectivement, quand tu me parles de même en élite. La limite, même en élite, ouais. Même sans ce relationnel avec le joueur qui est un peu plus distant, forcément, puisque tu es en élite et que, bah voilà, c'était là pour devenir pro quelque part. Donc, est-ce que toi qui as vécu les deux mondes, voilà, moi c'est ça qui m'intéresse de ta part, puisque tu as vécu les deux mondes, est-ce que ce côté relationnel avec le joueur en élite, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu plus robotique justement, et c'est où tu as le plus de chances de trouver des gens qui oublient ça en fait, alors, qui oublient ce côté, ouais, moi je suis là pour le jeune, tu vois, à la base. Je vais aller plus loin. En fait, si tu veux, en fait, c'est très intéressant comme question parce qu'en fait, d'un point de vue entraîneur, c'est difficile en élite de construire cette relation-là avec le joueur pour la simple et bonne raison que le joueur est formaté pour ne pas construire ce genre de relation. Je m'explique. Quand tu es entraîneur des M15, M16, M17, M19, quel que soit, voilà, mais on va dire dans un formateur dans un assez bon niveau, enfin au niveau d'âge, ces joueurs-là, t'es pas le premier entraîneur, t'es pas le dernier. Ils ont l'habitude de faire des passages chez des gens. Donc en fait, ils ne s'attachent déjà pas chez les gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce relationnel avec l'entraîneur, tu l'auras moins avec des joueurs qui sont formatés pour le faire, premièrement. Deuxièmement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans leur parcours, ils ont commencé le foot, je sais pas moi, à 8 ans, ils ont eu des copains d'école avec qui ils ont joué, les copains d'école sont partis, ils ont eu d'autres copains avec qui ils ont marqué plein de buts et tout, ces gars sont partis, et lui il est resté, parce qu'il est meilleur que les autres, il était meilleur que les autres, il se retrouve qu'avec les meilleurs en soi. Et la morale de l'histoire en fait, c'est que demain si tu y arrives, eh bien c'est pour ta gueule en fait. Aujourd'hui dans un FE12, un FE13 de football élite, de tous les FE12 de football élite, donc de tous les partenariats avec les clubs que le club a, etc., tu as environ, allez, on va dire, je sais pas moi, 100 joueurs, ok, à tout péter, 100 joueurs. De ces 100 joueurs, on a 2 ou 3 max qui vont arriver jusqu'en M19. En plus. Et donc en fait, ces joueurs-là sont formatés à ne pas entrer dans le relationnel. Donc pour répondre à ta question, dans le football élite, cette phase-là est beaucoup plus difficile, mais elle n'est pas impossible. Parce que j'ai encore aujourd'hui contact avec des joueurs qui sont dans l'élite et qui ont de grandes chances de devenir pro demain, et avec qui je parle, etc. Parce que moi j'étais là-bas avec le cœur, et ils l'ont senti, ils l'ont perçu. Et donc forcément on a réussi à construire un peu cette relation-là. Mais c'est vrai que dans l'élite, ils sont beaucoup plus formatés, ils sont beaucoup plus prêts, en fait, si tu veux, à ne pas rentrer dans ce genre de matière et se concentrer uniquement sur quel est mon boulot, quelle est la discipline, qu'est-ce que tu as à m'apprendre. Est-ce que tu as quelque chose à m'apprendre? Si oui, c'est quoi? Je le prends et je passe à l'étape supérieure. C'est un peu ça la mentalité. Mais alors après, je pense que on va pas faire les grands romantiques constamment du football. Quelque part, je déplore le formatage et en même temps, je me dis c'est nécessaire. Tu dois être formaté à gagner, tu dois être formaté. Les grands champions, c'est ça, c'est des mecs formatés. Mais je trouve que dans le formatage, il y a quand même un côté. Il y a quand même besoin d'avoir ce côté humain de l'entraîneur, ce côté un peu polyvalent
Parce que tu as des très bons exécutants. Encore une fois, tu as des mecs que j'ai vus, c'est des excellents exécutants. On te donne une fiche de ce que tu dois faire la semaine. Le mec le fera très très bien, il développera des exercices super bien, mais par contre, accompagner un joueur, ça reste des êtres humains. D'accord, et que ce soit d'ailleurs à tous les âges. Hein. Il y a Ancelotti, par exemple, si on prend vraiment des exemples extrêmes, c'est un excellent manager parce que dans le relationnel avec ses joueurs, en professionnel, dans le plus grand club du monde notamment, il est capable Mais de là, parler ça en t'es plus. plus dans l'information. Mais là, t'es plus dans Non, c'est ce que j'ai dit, l'information. j'ai dit à tous les niveaux, même à tous les âges, même plus d'informations. Mais je trouve que c'est une composante. Si tu le retrouves dans le football professionnel à très très haut niveau, tu dois aussi le retrouver en élite. Et c'est pour ça que je me dis, en fait, si vous voulez, dans ma vision des choses, tout ce qui est dans le métier de l'éducation, que ce soit prof d'école, prof de sport, entraîneur de foot, de volley, de basket, tous les gens qui ont affaire à un côté humain dans ce qu'ils font, il faut des gens compétents. Compétent, tu n'es pas compétent, tu le deviens. Donc si tu ne l'es pas, on te met en binôme, on te met encadré par des gens compétents. Moi, c'est ça que je déplore un peu, c'est que, et c'est peut-être avec mes yeux qui regardent le monde pro et le monde élitaire avec des étoiles, quand je regarde en haut, je me dis, si je regarde en haut depuis ma place, je dois trouver, et c'est peut-être ce qui est impossible, mais je dois trouver toujours plus fort que moi, toujours meilleur que la place où je suis, et je dois trouver un niveau extraordinaire. Et c'est pas le cas. Et c'est ça le truc. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on est un peu véhément. C'est qu'on se dit, on est un peu déçu que parfois il y ait ce côté, tu sais, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, c'est pour ça que je suis là, et même si je connais rien, je suis là quand même. C'est le jeu, hein. Ouais, c'est le jeu. Moi, je suis le premier à cacher. Mais je me dis, est-ce qu'on peut l'éviter? Non, je ne crois pas, parce que ces relations en question apportent quelque chose au club. Ces personnes-là, malheureusement, elles apportent quelque chose qui est extra sportif, mais elles apportent quelque chose au club. Et voilà, c'est triste à dire, mais ils se disent souvent, s'il faut faire jouer le fiston pour avoir l'argent, ou avoir le sponsoring, ou avoir le machin, on va le faire. C'est pas grave, ça servira à tous les autres jeunes du club. Donc, est-ce que c'est un mal pour un bien? Oui, à partir du moment où ça reste avec du bon sens et équilibré. Voilà, moi c'est ça mon avis, c'est que tu peux en avoir, à partir du moment où ça fait pas pâtir le club, ça fait pas couler le club par exemple, ou la formation, à partir du moment où ça fait couler le club, la formation, ou couler ton club de régio parce que tu fais jouer plus le relationnel que le reste, là ça devient un gros souci. Et quand c'est bien équilibré, et je suis le premier à le dire, et encore une fois je remercie mon club, je suis pas un lèche-cul ou un suce-boule. Si je le dis, je parle mal, hein, mais si je le dis, c'est vraiment que j'ai vécu 2 expériences très différentes en très peu de temps, à très peu de temps d'écart. Quand il y a un club qui essaye de faire les choses, encore une fois, qui ne fait pas tout juste, évidemment, mais quand tu essayes de faire les choses, quand tu essayes d'encadrer des jeunes, que tu essayes de donner à tes entraîneurs la possibilité de s'améliorer, la possibilité d'apprendre, la possibilité, moi par exemple, j'ai demandé, j'ai quelqu'un dans mon club qui est un ancien pro, un gardien pro, on parlait d'avant des gardiens, qu'un ancien gardien pro, j'ai pu aller demander à cette personne, est-ce que je peux venir à l'entraînement, regarder, il m'a dit, il n'y a pas de souci, viens, ça me fait plaisir, ça lui faisait plaisir de parler de ça, il est passionné, il organise des trucs, voilà, ça c'est des choses, c'est pour ces gens-là que j'ai envie de dire, oui, la politique dans le football, c'est de la merde, et ça fait chier, et ça nous emmerde, et on en a marre, et voilà, mais pour ces gens-là qui font de l'excellent travail, pour tous les gens qui dans la formation élitaire, dont tu as fait partie aussi dans ta formation, tu as rencontré aussi des gens super. Je trouve sincèrement que ça pourrait être encore pire et qu'on s'en sort pas trop mal. Maintenant, oui, et je vais finir là-dessus, ce qui est très frustrant pour toi, et je le comprends, et pour moi aussi, c'est quand tu regardes en haut, ou même à côté de toi, et que tu vois des gens qui respectent pas le foot. C'est surtout ça, respectent pas le foot, respectent pas soit les jeunes avec qui ils travaillent, soit les clubs où ils sont. Et ben oui, ça c'est très difficile à accepter quand tu es passionné et que tu aimes ce sport. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire aux auditeurs, si aujourd'hui il a été insultant, d'accord, si aujourd'hui il était énervé, c'est avant tout parce que dans cette parole, exactement, il y a de la passion, il y a de l'amour pour ce sport. Voilà. C'est ça. Et en fait, il y a tellement d'amour pour ce sport que le fait que ce soit un peu le Hunger Games, oui, je parle anglais, parce qu'il y a aussi des auditeurs anglais, évidemment. Que ce soit un peu le Hunger Games, les jeux de la faim, là, entre les entraîneurs, franchement, en fait, si tu veux, voilà, c'est soit tu tues, soit tu te fais tuer. Non, franchement, j'exagère, mais pour arriver au plus haut niveau, ceux qui ont de l'ambition, des fois, tu es face à des gens, ils n'ont aucun scrupule, quoi.
Et s'ils doivent te marcher dessus, ils te marcheront dessus. Et là, le foot, il n'y est pas du tout, en fait. Moi, c'est ça qui me fait du mal. C'est que quand tu as un gars passionné qui essaye de faire son boulot au maximum, attention, hein, je dis pas que tu es obligé d'accomplir tous les standards. Personne n'est parfait, comme Prof l'a dit. Enfin, sauf Prof, bien sûr. Mais c'est vrai que sinon, voilà, personne n'est parfait. Mais quand je veux dire, quand tu as un gars qui est passionné, qui vient à l'heure, qui prend ses responsabilités, qui forme les joueurs, qui est exemplaire avec les joueurs, qui est quand même un entraîneur, qui leur apporte des trucs techniques, tactiques, mentales, au niveau de la transition, personnalité, athlétique, et que tout ça, ça se fait dans un bon esprit, et puis que les joueurs ont confiance, que l'entraîneur a confiance, etc. Enfin, et puis voilà, moi c'est un peu ça que j'attendais et que j'attends encore toujours, que ce soit en régional ou en football élite, quel que soit le maillot que tu portes, quel que soit le club que tu sers, il faut avant tout être là pour le foot. Voilà. Voilà. Et je pense que ce sera mes mots de la fin là, pour la rubrique. Et je pense que c'est parfaitement terminé. Voilà, parfait. Écoute, j'irai juste ceci, et là j'en profite parce que tu es aussi concerné. Bravo à tous, et je parle bien de tous les gens, que ce soit en Suisse, en France, partout, on nous écoutera ou on voudra bien nous écouter. Bravo à tous les formateurs qui font ça parce qu'ils adorent ça, parce qu'ils sont là pour les jeunes. Bravo à vous, bravo à nous, parce que je m'inclus aussi dedans. Je trouve que c'est formidable et vous êtes on est extrêmement important dans la vie de beaucoup de jeunes, et continuez à faire du bon boulot, continuez à faire vivre ce sport qu'on aime, et on a les clés pour changer les choses. S'il y a des choses qui nous plaisent pas, on a les clés, donc faisons-le et soutenons-nous et arrêtons de nous tirer dans les pattes, ça serait sympa, et on espère un peu plus. C'est peut-être ça qu'on espère, un peu plus ou un peu moins, on va dire, on va avoir le verre à moitié plein, mais un peu moins dans les clubs de favoritisme par rapport de copinage, et c'est ça. Magnifique. Écoute, avec ces beaux mots, je te propose qu'on passe à l'outro tout de suite de notre épisode 5. Et voilà, c'est la fin de ce 5e épisode de Revue Foot 26. Merci à vous d'avoir été là encore une fois pour partager ces moments de foot, de passion et un bras de folie, on va se dire. Hein. Aujourd'hui, on a eu ce bras de folie quand ça nous touche. Effectivement, on s'enflamme et c'est ça qui est beau aussi. Mais voilà, mais surtout, j'aimerais remercier quelqu'un sans qui cette aventure aurait clairement été aurait eu moins de saveur. Sa passion, ses punchlines, sa mauvaise foi légendaire, bien sûr, aussi parfois. Font de chaque épisode, les gars. T'as dit mauvaise foi, je me suis senti visé tout de suite. Un immense merci à mon acolyte de toujours, bien sûr, Prof, qui est là pour remonter le niveau. Si ça vous a plu, les gars, n'oubliez pas de partager, de liker, de nous envoyer vos retours, vos coups de cœur et même vos coups de gueule. On lit tout et ça nous booste à fond. Merci encore de votre soutien. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Vive le foot, vive l'amitié, vive Revue Foot 26. Ciao les gars. Ciao.